dans Petites étincelles. Nous voilà dans l'épisode numéro 2, un épisode qui me tient aussi très à cœur. Pourquoi ? Parce que je vais vous présenter une femme qui a 35 ans, une femme formidable, une femme, je n'ai pas de mots en fait, j'ai que des compliments. C'est une guerrière des temps modernes, une héroïne des temps modernes, mais c'est avant tout une femme incroyable, quelqu'un qui s'est battue, qui a eu beaucoup d'espoir. Elle s'appelle, moi je l'appelle Karen Northchild, mais elle s'appelle Karen Northchild. Alors, le petit mot, comment s'est-on rencontrés ? En fait, il y a quelques années, elle était à l'hôpital parce qu'elle est restée 3 ans et demi à l'hôpital. Karen était en fait dans les attentats à l'aéroport de Zaventem. J'ai vu une vidéo sur Facebook, un Facebook Live, avec Walter Benjamin qui parlait de Karen qui était à l'hôpital. Ça m'a beaucoup marqué. C'est la première fois que j'ai vu Karen. Je me souviens avoir beaucoup pleuré. C'était difficile parce que c'était tellement difficile de se mettre à la place de cette personne. Quelques années après, il y a quelques mois, j'ai une personne qui s'appelle Geoffrey, avec qui j'avais travaillé avec Alec Manson sur une comédie musicale, qui m'a envoyé un petit mail en me parlant de Karen à nouveau et en me disant qu'elle sortait un livre. Et il m'a dit, je pense que tu serais la bonne personne pour travailler avec elle. Et voilà. J'étais, je pense, la bonne personne. En tout cas, c'est une rencontre magnifique. C'est une rencontre qui a bouleversé aussi ma vie. D'ailleurs, je vais nager toutes les semaines avec elle et je suis très heureuse. Bientôt, je serai une pro de la piscine. Tout ça pour te présenter, Karen. Je te dis bonjour, Karen. Bonjour Valérie. Je suis très 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 contente de t'avoir en face de moi, même si je te vois presque tous les jours pour l'instant. Comment vas-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais bien, je vais mieux. Je suis sortie de cette longue hospitalisation qui a duré une éternité. Mais je suis face à une revalidation quotidienne. Je suis face à un suivi médical poussé et régulier, puisque mes traumas en fait jouent à plusieurs niveaux. Je suis ce qu'on appelle une victime polytraumatisée, donc plusieurs traumas. Et les séquelles, les traumas sont énormes. Pour la plupart, sont invisibles et irréversibles. Si je prends un exemple, notamment au niveau de la perte d'audition et des acouphènes, c'est quelque chose, un trauma qui est invisible et irréversible, mais qui ne se voit pas de l'extérieur. C'est pour ça justement qu'ici, on est face à face, que je vais parler plus doucement parce que tu lis sur les lèvres. Effectivement, je lis sur les lèvres et c'est un moyen de comprendre quelqu'un lors d'une conversation. D'accord. Alors Karen, on va pas revenir sur les attentats, etc. On va en parler pendant 2 minutes et c'est tout. Le reste, moi, c'est Karen qui m'intéresse. Alors, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Donc, tu as 30 ans. Il y a 5 ans, tu es à l'aéroport de Bruxelles National. Tu vas rejoindre ta grand-mère adorée. Et puis là, la bombe explose et ta vie bascule. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs le titre de mon livre que j'ai écrit, qui est apparu il y a 2-3 semaines maintenant, Dans le souffle de la bombe. Littéralement, en fait, j'étais soufflé par la bombe. Je me trouvais à peine à 2 mètres près. Et dans tous les sens du terme, en fait, littéralement, figurativement, ma vie a basculé ce jour-là, où j'ai tout perdu d'un instant à un autre. Et alors, j'étais en mode de survie. Alors, il faut savoir que tu es une grande sportive, tu es une sportive de haut niveau. Tu as fait de la natation pendant combien de temps ? Donc oui, j'ai fait la natation de compétition à peu près pendant 20 ans. Et puis j'ai trouvé ma passion, ma vraie passion, c'était le fitness. C'était le fitness dans le sens large, le coaching, le personal training, etc. Et là, justement, tu enseignais, donc tu coachais, on peut le citer, à l'Aspria, donc, qui est une enseigne bruxelloise très connue. Et tu venais d'être certifiée, c'est bien ça ? C'est ça. Donc en fait, je venais de me lancer dans cette nouvelle carrière à peine il y a 3-4 mois auparavant. Avant cela, j'étais une personne salariée dans un bureau. Mais afin d'être vraiment alignée avec moi-même, je devais écouter mon cœur qui me disait, Karen, lance-toi dans cette voie de coaching, de personal training, d'instructrice de fitness, et c'était vraiment ma passion. Et j'en parle dans mon livre, je dis que le sport, c'était dans mon sang, c'était mon ADN.
je respirais le sport jour et nuit, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était ça ma motivation en fait dans la vie. Et il faut savoir que tu as été élevé au sport aussi. Bah, j'avais 2 frères aînés en fait et ils se mettaient toujours en équipe contre moi pour me charrier, mais souvent dans le contexte autour d'une compétition sportive ou etc. Et mon père c'est quelqu'un aussi qui une de ses valeurs en fait fondamentales c'est la santé à travers le sport. Donc grâce à lui, grâce à mon éducation, grâce à mon enfance, grâce à ma famille, ça m'a poussé en fait à devenir moi-même une athlète et à faire du sport à haut niveau. D'accord. Alors là, donc justement, t'as 30 ans, t'as tes rêves qui se réalisent, t'es une femme accomplie, et boum, tout bascule. Tu te retrouves dans le coma. Ton cœur, les médecins pensent que tu vas jamais survivre. Ton cœur s'est arrêté 3 fois, c'est bien ça? Donc sur le chemin en fait, dans l'ambulance, dans l'état dans lequel j'étais, mon cœur s'était arrêté 3 fois. Donc à 3 reprises, les ambulanciers ont dû relancer mon cœur. Et puis une fois que je suis arrivée à l'hôpital, c'était la suite des choses. Donc choc septique, voilà, une hémorragie à nouveau, un arrêt cardiaque. Donc en fait les trois arrêts cardiaques, c'était que le début d'un long calvaire. Un long calvaire qui va durer en tout cas 3 ans et demi d'hôpital. Tu es de la victime d'ailleurs en Belgique qui est restée le plus longtemps à l'hôpital. Et maintenant, tu as encore plein de séquelles, même si tu es avec un grand sourire devant moi. Alors, on va balayer plutôt l'espoir, plutôt justement les petites étincelles de la vie. Comment Karen, elle est aussi devant moi, comment Karen m'apprend le dimanche à nager. Je voulais savoir, Karen, petite fille, tu étais comment ? Alors une petite fille, j'étais introvertie, j'étais assez introvertie, assez timide, mais je me posais déjà beaucoup de questions quant à mon existence, au sens de la vie. J'avais cette quête de connaissance et cette soif de connaissance par rapport à la vie qui fait de moi que par la suite je suis devenue vraiment une touche à tout. Donc je m'intéresse vraiment à tous les sujets. Et c'est cette fille, à partir de cette fille qui était timide, mais déjà en introspection pleine sur elle et sur le monde, bah ça m'a permis par la suite en fait de cultiver cette soif de connaissance, cette soif de quête de la vie, de donner un sens à la vie. Alors vous êtes une famille nombreuse aussi, vous êtes 9, tu es située où ça ? Avec ma grand-mère, on est 12. Et tu es située où ça dans la France ? Moi, je suis la troisième, mais l'aînée des filles. Donc, je joue un rôle, on va dire, assez maternel envers mes frères et sœurs. Et il faut rappeler que tu es belgo-américaine aussi. Je suis donc, en fait, je suis née aux États-Unis. Mes 2 parents sont américains. Mais mon père a été envoyé en mission quand j'avais 6 ans. Et c'est donc, j'ai adopté la nationalité belge par la suite. D'accord. Donc, c'est devenu mon pays adoptif, la Belgique. Et puis, tu as fait quoi comme études ? Alors, moi, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le sport. J'ai suivi un parcours classique. J'avais une prof de langue qui m'avait beaucoup influencé et beaucoup impressionné en secondaire. Et en fait, donc, j'ai décidé de me lancer dans un premier temps dans des études de langue germanique à l'ULB pour suivre sa voie. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ma voie à moi. Et que finalement, en fait, je m'intéressais à beaucoup de sujets. Vraiment de la philosophie, aux sciences humaines, à la médecine, à l'ostéopathie, enfin bref. Et donc, par la suite, j'ai décidé de faire un deuxième master en relations internationales. Et ça se rapproche en fait plutôt ma double nationalité, d'essayer de comprendre les enjeux politiques à un niveau politique. Mais il y a derrière cette quête de connaissance ou de soif de connaissance en fait le fait qu'on n'est jamais satisfait. Donc on atteint un diplôme, on a des connaissances, mais en fait on se dit que finalement il y a encore tellement de choses à apprendre. Et je me suis arrêtée après 2 masters à l'ULB et puis j'avais compris que j'avais beau où je pourrais continuer toute ma vie à faire des études, à acquérir des diplômes, des bagages, mais ça ne suffirait jamais. Et moi, ce qui me satisfait, ce qui fait que je suis alignée avec moi-même, c'est vraiment le sport. Le sport que je pratiquais déjà petite, le sport que j'ai pratiqué à un haut niveau compétitif en natation,
et le sport en fait qui donc était devenu mon identité. Et pour vivre pleinement et pour vivre ma vie à moi, pour être sur ma voie à moi, j'avais compris après ces 2 masters qu'il fallait que je me lance dans cette carrière. Qu'est-ce qui t'anime justement là-dedans, dans le sport? Alors, dans le sport, c'est le côté on se sent vivre. On sent vraiment son corps, quoi. Oui, d'accord, parfois on souffre, parfois on a des courbatures, on se sent fatigué, mais c'est vraiment à travers la souffrance qu'on se sent vivre. Et je peux dire ça parce que je l'ai vécu à l'hôpital, c'est quand on est aussi bas, quand on baigne littéralement dans une souffrance, c'est là qu'on se sent vivre. Un autre exemple, c'est que si on se brûle le doigt, par exemple, ah ben, notre attention est portée sur cette partie de notre corps, sur la brûlure. Mais c'est ainsi qu'on vit. On est en vie. C'est la flamme qui nous fait vivre. Et c'est cette flamme à travers le sport qui me fait vivre, justement. C'est tout ce que le sport englobe. C'est un style de vie. Voilà, c'est mon style de vie à moi. Il faut savoir justement que ton corps, tu le travaillais, mais de façon hyper puissante, quoi. On peut regarder tes photos, on voyait tous les muscles qui étaient dessinés, donc il y avait aussi un culte du corps. De façon exponentielle, on peut le dire, hein. C'était vraiment ça. Mon corps, c'était mon entreprise, littéralement. Tout ce que je faisais, c'était pour investir dans mon corps, dans mon entreprise, que ce soit la pratique personnelle du sport, que ce soit dans le coaching, dans mes formations, mes vacances, tout tournait autour du sport, des bagages que je pouvais acquérir en tant que coach, en tant que personnel trainer. Et donc vraiment, je finissais par m'identifier à mon corps, qui était mon outil de travail. Et au plus que j'investissais dans ce corps, au plus que j'investissais donc en moi, et au plus que j'investissais dans l'autre, dans mes coachings. Et à ce moment-là, justement, tu rêvais de quelque chose? Tu voulais aller vers où? Alors, j'en parle brièvement dans mon livre. J'avais un rêve, on va dire ça comme ça. C'est un rêve, c'est de participer dans les concours Miss Bikini. Donc voilà, je vis dans cette culture de l'excellence, dans le perfectionnisme. Voilà, ça fait partie de mon éducation. Mon père qui est jamais satisfait, donc il est dans la prestation, il est dans la performance, etc. Donc j'ai déjà ça en moi, dans mon sang. Et une fois qu'on constate une amélioration des performances, on a envie de donner plus. Et quand je constatais que j'arrivais à transformer mon corps, parce que je suis pas née comme ça, je suis pas née avec des tablettes de chocolat. Heureusement, tu nous rassures. Mais j'avais compris que c'était possible. Mm-hmm. Que si on avait les bons repères, un bon coaching, quelqu'un pour nous accompagner, qui avait les connaissances, on peut atteindre des objectifs dans la vie. Et au fur et à mesure que je voyais mon corps changer, s'améliorer, se perfectionner, se sculpter, etc., au plus que je m'investissais et au plus que ça me donnait une direction à prendre. Et moi, qui connais déjà la compétition par le sport, ça me donnait un autre objectif. La compétition du Miss Bikini. Et donc je rêvais de ça. Et c'est où ça, Miss Bikini? Alors Miss Bikini, c'est comme Mr. Schwarzenegger, Mr. Univers, voilà. Donc il y a différents concours qui existent, différentes compétitions qui existent. Et Miss Bikini, c'est celle qui va se sculpter, se tailler, mais tout en gardant un corps féminin. C'est pas la bodybuildeuse, voilà, qui va faire la gonflette. Ça m'intéressait pas trop. C'était plutôt le côté respecter ses gènes, en fait, la génétique. Et je suis fine à la base. Donc, je voulais pas devenir massive, mais je voulais vraiment tailler mon corps pour être dans le côté esthétique des choses. Et c'est un objectif que je m'étais fixé. Donc, à travers mes trainings, à travers mon coaching, que je faisais donc pour moi, mais aussi pour les autres, je voulais me fixer cet objectif-là et de pouvoir participer pour mon premier concours Miss Bikini. D'accord. Alors, évidemment, comme on l'a déjà dit, tout bascule. Ton corps, justement, est vraiment atteint. Qu'est-ce que tu as comme séquelles à ce moment-là?
En fait, les séquelles sont multiples, hein, donc j'ai eu des traumas sur beaucoup de niveaux, donc physique, corporel, psychologique aussi, au niveau musculaire, articulaire, au niveau osseux également. Quand je suis arrivée en quartier opératoire le jour du 22 mars, j'étais ensevelie d'un drap blanc. Et au moment où les infirmières avaient retiré le drap, leur constat était que je m'étais fait morte par un requin. Et ça, c'était en fait l'impact de la bombe sur cette partie de mon corps qui est la hanche. C'est qu'en fait, il me manque encore aujourd'hui, une partie de la crête iliaque. Et donc, il y a vraiment un trou à ce niveau-là. Donc, l'image qu'un requin va manger un bras d'une personne, moi, en fait, le requin m'a mangé la hanche. Ça, c'est un des traumas, un des séquelles corporelles. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres aussi. Il y en a plusieurs. J'invite aussi, et j'en reparlerai, les gens à lire ton livre. Du coup, après le coma, etc., quand tu te réveilles, ça fait quoi? Alors, ça fait très bizarre parce que quand je me réveille, c'est un réveil dans le chaos, dans l'incompréhension, dans la souffrance. En temps normal, quand on se réveille de son sommeil, on sent qu'on a passé une bonne nuit de sommeil, on se sent pleine d'énergie. Et là, c'est en fait au moment où je rouvre les yeux, avec toute la morphine qu'on m'a injectée, avec tout le traitement médicamenteux, etc., je n'étais pas en phase en fait avec mon entourage immédiat. Et donc c'était ça me donnait peur en fait, de ne plus savoir où j'étais, qui j'étais, reconnaître mon entourage. J'avais perdu tous mes repères parce que simplement j'étais endorguée. On me réveillait d'un coma et donc je devais dans un premier temps refaire confiance, reprendre des repères, de nouveaux repères. Mais le mental, il n'y a rien à faire, le mental est quand même fort. Et c'est ça qui m'a sauvée. C'est que pendant mon coma, en fait, l'inconscient travaillait, me maintenait en vie. Et ma toute première réaction mon attention était portée sur ma jambe, parce que j'avais compris à l'instant même du souffle que ma jambe était atteinte. Je n'arrivais pas à le voir, je n'avais pas la force de voir cette jambe, ni même de relever la tête. Mais j'avais compris que la jambe était atteinte. Et donc moi, je voulais m'assurer que la jambe y était encore. Et la première réaction que j'avais, c'était de soulever le drap pour voir l'état de ma jambe. Alors, il y avait deux scénarios possibles. Soit la jambe n'y était plus par une amputation, ce qui me semblait le plus probable et le plus logique. Soit la jambe y était, mais méconnaissable. Et donc, je tombe dans le deuxième scénario. Et non seulement la jambe, elle est méconnaissable, mais il y a ce fixateur, en fait, au niveau de la hanche, qui maintient la jambe en place. Et c'est une chose, quand on est habitué, en fait, à avoir une bonne santé, à être maître de son corps, c'est une chose qui est intolérable. Dépendre des machines, dépendre d'un engin, d'un fixateur pour préserver sa santé, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me dépasse. Et ça sort de l'incompréhension humaine, tout simplement. Et donc, la jambe y était encore. Elle souffrait énormément parce que je sentais sa douleur. Elle était attachée à ce fixateur. Enfin, c'est le fixateur qui le maintenait en place. Et puis, il y avait, la jambe, elle avait gonflé de taille, elle était dans le plâtre, il y avait des pansements partout. Enfin bref, vraiment, c'était vraiment une blessure de guerre. La scène de guerre qui m'était revenue. Et là, t'es dans un cauchemar. C'est un cauchemar continu. Un cauchemar continu. Je suis hantée par cette scène du 22 mars, je suis hantée par les terroristes. J'ai des cauchemars que je suis pris en otage, tous les jours, toutes les nuits, sans cesse, en continu. Et tout simplement, en fait, je deviens, à partir de ce moment-là, je deviens en insécurité et vulnérable.
Alors à l'hôpital, justement, tu passes par toutes les émotions, par la colère, par la tristesse, par la peur de l'autre. Donc en fait, effectivement, avec cet acte de terrorisme, j'avais perdu confiance en l'homme, même dans les soignants, au point que ça avait créé une certaine distance, une certaine froideur, une certaine méfiance. Bien sûr, j'avais compris qu'elles étaient là pour m'aider, pour me soigner, mais tous les actes médicaux me faisaient mal. Et donc, même si c'était pour me soigner, pour aller mieux, pour empêcher de nouvelles infections, de nouvelles plaies, etc., chaque acte posé, chaque geste posé, je voyais ça, j'étais dans le terreur. J'étais terrorisée. Parce que ça me faisait encore mal, plus mal. Et d'ailleurs, tu l'expliques bien dans ton livre aussi que même le toucher, ça te manquait énormément. Et c'est ça qui m'a bien émue, moi, quand tu as fait ta dédicace chez Filigrane. C'est qu'il y a une infirmière qui est venue, qui a pleuré devant toi. Et tu lui as dit, mais il faut pas pleurer. Et elle a dit, maintenant, je peux. Et tu m'as expliqué que c'était la première qui t'avait touché. J'ai trouvé ça très, très, très émouvant. Oui. Donc, effectivement, tous tes sens, tout est chamboulé, en fait. Tout à fait. Donc, même si les actes et le toucher me faisaient mal, quelque part, c'est l'inconscient qui réclamait ça. C'était l'être intérieur qui avait besoin d'être bercé, qui avait besoin d'être de l'amour, de l'attention. Et elle avait compris, effectivement, cette infirmière du quartier opératoire, que lorsque j'arrivais en salle pour me faire opérer, très souvent, je veux dire, j'étais un être qui était devenu souffrant. La souffrance, la définition même, l'incarnation même de la souffrance. Elle avait compris dans mon regard qu'il fallait un contact humain pour me rassurer. Elle avait compris. Elle avait certainement de l'empathie aussi. Elle avait l'empathie et encore plus que ça, elle a osé. Elle a osé. Parce qu'on fait pas ce métier-là si on n'a pas d'empathie. Mais parfois, quand on est face à sa propre souffrance, et c'est ça qu'un patient reflète dans le personnel soignant, c'est la souffrance même, la souffrance humaine. Il faut être prêt et il faut avoir le courage de oser faire des choses qui peuvent peut-être dépasser la distance professionnelle, hein, mais qui va rassurer le patient. Et les infirmières sont là avant tout pour soigner, pour que le patient aille mieux. Et elle avait compris. Lorsque aucune autre infirmière l'avait compris, elle avait compris. Et depuis ce jour, on est en contact. Oui, parce qu'il y en avait qui avaient peur aussi de venir dans ta chambre. Alors la colère, etc. Beaucoup de personnes soignantes avaient peur de venir dans ma chambre parce que j'étais pas une patiente facile à soigner. Donc le minimum, c'est de se dire bonjour, comment ça va. Mais chez moi, c'était inutile de même poser la question. Et donc peut-être qu'au début, je faisais mal. Mais en même temps, je pouvais pas faire autrement. Et il y avait donc une glace à briser, effectivement. Les infirmières qui rentraient, la plupart du temps, venaient pas par choix, mais par obligation, parce qu'il y avait personne d'autre qui voulait me soigner. Oui, puis ça ramène peut-être à nos propres peurs. Donc, en plus, si elles ont des enfants ou des filles de ton âge, ça devait être choquant aussi. Mais il n'y a pas de précédent dans cette histoire. Et je comprends avec le recul maintenant, je comprends tout à fait leur réaction, voire leur distance professionnelle. C'est pour se préserver soi-même. Alors en plus, dans ton livre, tu expliques que tu détestais, que tu avais peur des hôpitaux avant. Et finalement, tu vas passer toute une partie de ta vie, de ta jeune vie, là où tout commençait super bien, à l'hôpital. Alors, effectivement, ce qui est marrant, voire paradoxal dans toute cette histoire, c'est que je suis, par le sport, confrontée à la souffrance physique. Mais le moindre acte médical me donne des frissons. Donc, une prise de sang, je suis capable de tomber dans les pommes. Un examen, une radio ou autre, le fait de pénétrer les lieux, je sais pas, je suis prise par cette atmosphère qui pour moi, avant les attentats, est un milieu plutôt inhumain. Parce que j'y étais pas, enfin, j'avais pas de raison d'y être. Et très souvent, quand on ne connaît pas au mal quelque chose, on se fait des idées, voire des mauvaises idées. Et malheureusement, envers le personnel soignant, je me suis fait de mauvaises idées, mais grâce
quelque part aussi à cette expérience. C'est devenu un univers qui m'est tout à fait familier, voire même le personnel soignant est devenu une partie de ma famille. Ben oui, on l'a vu lors de la dédicace même sur ta page, etc. Ils t'envoient tous, ils te suivent en tout cas. Et il faut dire que tu as eu plus d'une 50aine d'opérations, c'est bien ça? Alors oui, maintenant je pense que j'ai dépassé les 60. Tu m'annonces ça comme si... Non, mais écoute, non, c'est vraiment incroyable. Hein. Il y a rien à faire. À chaque fois que je passe sur la table de billard, on pourrait penser que voilà, ça devient une coutume, ça devient une habitude, mais il y a rien à faire. Il y a quand même ces pensées qui reviennent, qui remontent, qui refont surface. Il y a des douleurs qui reviennent, psychologiques, hein. Beaucoup, hein. Et encore aujourd'hui, on doit me rassurer. Donc, je cherche toujours la main de l'infirmière avant de m'endormir parce que, voilà, c'est une garantie, ça donne plus de garantie que je vais me réveiller, quoi. Alors, il faut savoir aussi que tu as fait une infection avec tous les antibiotiques que tu avais pris et que ça a fait quoi, une septicémie, c'est ça? Alors, j'ai fait plusieurs fois une septicémie, oui, tout à fait, au début. C'est fort grave, oui. Hein. Oui. Mais tu as cherché toi-même, un moment, la solution. Alors, donc, au tout début, donc, j'étais branchée à des machines, donc ma vie dépendait des machines, ma vie dépendait des décisions médicales, la décision des médecins, dépendait aussi des soins des infirmiers, du personnel soignant. Mais par la suite, je ne voyais pas, avec les infections que je faisais, les surinfections multiples, je ne voyais pas d'amélioration dans le traitement qu'on m'a donné, notamment le traitement d'antibiotiques. Et j'ai décidé par moi-même que si je voulais aller mieux, je devais réfléchir avec les médecins. Je devais réfléchir avec les médecins pour trouver des alternatives, pour trouver d'autres solutions, d'autres pistes. Et c'est là que j'ai commencé à chercher, à mener des recherches pour trouver une solution par rapport à cette infection que j'avais dans la jambe, et qui était la raison principale pour une si longue hospitalisation. On trouvait tout simplement pas le bon traitement. Un traitement dont j'étais convaincue. Et j'en parle dans mon livre. C'est là où je me suis tournée vers un nouveau traitement. En Géorgie, c'est ça? En Géorgie, qui s'appelle les bactériophages, ou pour faire court, les phages. Et chez moi, ça marchait. Et donc, tu as insisté auprès des médecins? Disons que oui, c'était aussi en soi une lutte. C'était vraiment réellement une lutte pour convaincre les médecins. Parce que ce n'est pas de la médecine traditionnelle. Il fallait leur montrer qu'il y avait de l'épreuve, qu'il n'y avait pas d'effets secondaires, qu'il fallait pas. Et il n'y a rien à faire, étant donné que ça reste une drogue expérimentale ou un traitement expérimental, il a fallu que je signe la décharge. Donc s'il m'arrivait quoi que ce soit, j'étais la seule responsable. Mais tu as continué. Mais j'étais convaincue que c'était ma remède. Et ça s'est prouvé vrai. Et du coup, à l'hôpital, ta première petite étincelle, disons ton premier plaisir, tu t'en souviens ou pas? Là où à nouveau, tu t'es dit, allez, il y a un peu d'espoir, il y a quelque chose, que ce soit un livre, que ce soit une lumière. C'était lors d'une séance des kinés. Donc j'avais un excellent kiné qui s'appelle Jean-Luc. Ah, que j'ai eu la chance de rencontrer. Un excellent kiné, on a beaucoup de valeurs, on s'entendait vraiment super bien, et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, parce qu'il m'a insufflé de l'espoir, et il m'a fixé des petits objectifs. Et en tant qu'athlète, je m'identifie aux objectifs, en fait, les objectifs qu'on se fixe, qu'on atteint, puis qu'on déplace. Et un jour, il m'a dit, Karen, aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas marcher. Et jusque-là, j'étais alitée, j'étais dans une chaise roulante. Quand je me levais, c'était pour 30 secondes. Je devais aussitôt me recoucher, me rasseoir. Et là, il me dit, Karen, aujourd'hui, je te fais confiance. Tu vas te faire confiance aussi. Je vais te mettre entre les barres parallèles. Je vais te mettre une chaussure à compensation pour que ton pied puisse toucher le sol. Et tu vas prendre un pas. Et moi, il faut savoir que, étant donné que je viens de loin, de très loin, j'arrivais pas à voir ce jour, j'arrivais pas à voir au bout du tunnel, j'arrivais pas à voir la lumière au bout du tunnel, l'étincelle, tout simplement. Mais le fait qu'il m'a soufflé de l'espoir, et le fait qu'il croyait en moi, ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire, et je l'ai écouté ce jour-là, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de peine. Je me suis levée, et je l'ai écouté, et j'ai fait mon premier pas. Et c'est vraiment à partir de ce jour-là, c'est à peu près 2 ans après les attentats, que je me suis dit, mais il y a de l'espoir,
et ça vaut la peine de s'y battre. Ça vaut la peine, la vie vaut la peine pour se battre. Même si elle sera pas comme avant, ça vaut la peine parce que il y a une évolution qui est possible. Et mon kiné Jean-Luc avait vu ça, il avait compris ça. Et il m'a aidé, donc à partir de là, à reprendre confiance en moi, à faire mon premier pas, à faire mon deuxième pas, et puis à tout doucement à faire le tour du quartier. Et petit à petit, j'ai repris des forces, j'ai retrouvé, on a travaillé la souplesse ensemble, et c'est vraiment le moment, le premier moment, un moment magique, un moment que je pensais qu'il n'allait plus jamais m'arriver, qui a pris naissance, qui a pris forme, et qui m'a permis d'avancer dans ma revalidation. Alors, quand on sort de l'hôpital après autant d'années, on se retrouve dans un logement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors, c'est très difficile parce que je pensais que le retour allait bien se passer, que j'allais pouvoir profiter du temps pour me reconstruire, encore sur le plan physique, mais surtout aussi émotionnel. Et en fait, j'ai eu affaire à une dépression. Le fait d'avoir quitté ce milieu qui m'était devenu familier, d'avoir perdu mes repères. Et une famille aussi. La famille, des amis, des autres patients, par exemple. C'est proche, en fait, d'un déménagement sur un autre continent. On parle de choc culturel ou de choc multiculturel quand on déménage et qu'on a vécu toute sa vie, 20 ans de sa vie dans un pays, et puis hop, on déménage dans un pays avec des coutumes tout à fait opposées même. Ah ben, il y a un choc qui se crée. Et moi c'était ça. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais affaire à ce choc émotionnel et psychologique. Et malheureusement pour moi, j'ai connu une première dépression, une deuxième dépression, et puis une dépression chronique, des dépressions chroniques, pour laquelle j'ai dû me faire à nouveau soigner et me faire à nouveau suivre sur le plan médical. Et là, à nouveau, tu as cherché tes propres thérapeutes. Donc tout à fait. Donc en fait, on m'a proposé des médecins, mais il me fallait vraiment une autre approche. Et là, j'ai été chercher des spécialistes qui me suivent aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment une équipe médicale sur plusieurs niveaux qui me suit aujourd'hui. Et j'ai trouvé d'excellents psychologues qui m'aident à confronter la dépression et aujourd'hui à être en prévention pour éviter que ça n'arrive à nouveau. Oui, parce que tu me parles de psychologues différents. Par exemple, tout à l'heure, tu m'as fait sentir des odeurs aussi. Donc, tu peux m'en parler? Donc, tout à fait. Donc, voilà, il y a ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, puis il y a la médecine alternative, voire les médecines alternatives. Donc, la médecine, par exemple, chinoise, tibétaine, ayurvédique, naturopathe. Et là, je suis tombée sur une psychologue spécialisée en aromathérapie. Donc, elle, son approche, c'est quoi? C'est te faire sentir des odeurs naturelles sur base de plantes et d'huiles essentielles qui vont réveiller ton inconscient et qui vont faire un travail sur le plan sentimental, émotif et de mémoire. Et c'est excellent parce que c'est une nouvelle approche pour moi. Mais ça éveille aussi les autres sens, puisque nous en avons 5. Jusque-là, on se concentrait sur les sens kinésithérapeutes, donc kinestiques, oui, c'est ça, dans le toucher, le corporel, mais en oubliant les autres plans, les autres sens. Donc, je suis persuadée que je vais pouvoir faire vraiment un bon travail avec elle et travailler des choses qu'on n'essaie pas de travailler sur un plan corporel, purement corporel et terrestre et physique. Notamment, j'ai des allergies aujourd'hui. Donc, je travaille en aromathérapie sur mes allergies. Je travaille, et c'est tout à fait naturel. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, c'est génial. Vraiment, j'ai tout à gagner. Toute personne qui travaille avec une telle approche a tout à gagner. Je travaille aussi mes insomnies. Je travaille mes émotions avec elle. Parce que j'ai eu affaire aussi à une rupture sentimentale avec les attentats. Donc je travaille ça avec elle, je travaille vraiment sur d'autres plans, la féminité, je travaille le détox, vraiment ça peut tout se travailler. Voilà. Oui, puis justement, c'était une de mes questions, vu que tu es maintenant malentendante et qu'avant c'était pas le cas, tu as dû peut-être développer d'autres sens.
Alors très certainement, ce qui est marrant, c'est que avec cette perte auditive, quelque part, ça a réveillé le sens gustatif et olfactif chez moi. Donc pendant toute mon hospitalisation, j'avais du mal à manger, j'avais pas d'appétit, j'avais du mal à digérer. J'étais un peu tombée dans l'excès, donc c'est-à-dire que j'étais devenue boulimique, une personne boulimique, avec un besoin constant de. Et je pense que c'est sans doute la palette qui s'était réveillée, un besoin d'être dans de découvrir et de revivre quoi. Et puis l'olfaction, donc l'essence, en fait, j'arrive à sentir des odeurs que je ne sentais pas avant. Donc, comme quoi? Par exemple, la terre. Oui. Je vais me promener simplement et je sens dans la campagne et je sens ou la nuit et je sens vraiment la terre, la mer terre quoi. Je sens ou le bois. La nuit, quand on se promène, on a dans certains quartiers, dans certains endroits, on sent de la forêt, on sent le bois, quoi. J'arrive à sentir aujourd'hui. Donc, effectivement, je pense que même si malgré le fait que j'ai perdu dans certains sens à cause du traumatisme, je pense que ça a réveillé d'autres. Et ça permet de prendre cette approche-là. Ces approches-là, ça ouvre de nouvelles portes et ça permet du coup d'attaquer le trauma sous un angle thérapeutique. Alors maintenant, quels sont tes petits plaisirs? Alors, les petits plaisirs, c'est... à part me voir tous les jours, je blague. Hein. C'est d'être en contact avec des personnes que j'apprécie vraiment. C'est vraiment ça, tu l'as dit, tu l'as souligné, c'est un petit message, c'est une pensée, c'est une activité ensemble, c'est le partage et de grandir ensemble en fait. C'est voilà, de voir quelqu'un évoluer, ça m'apporte tellement de choses. J'étais une coach avant et aujourd'hui je reste encore une coach et quand je vois quelqu'un évoluer grâce à le peu que je peux lui apporter, c'est vraiment ça éveille en moi en fait la valeur humaine quoi. Ça correspond au sens de la vie, pourquoi on est là et je pense qu'on est là pour s'entraider et pour être mieux en tant qu'être humain et en tant que société, en tant que communauté. Ça rejoint cette notion dont on parlait tout à l'heure, le karma. Le karma, c'est quoi? On est dans l'action moins pour soi, mais pour la société dans laquelle on vit. Parce que nous ne sommes que des individus avec des égos. Mais la société, nous n'existerons pas, nous n'aurons pas de valeur sans la société. Nous existons à travers l'autre. Nous existons à travers la société. Donc, au plus qu'on contribue dans sa société, au plus qu'on a un retour. Et chez moi, ça, c'est très important. Ça fait partie d'une de mes valeurs existentielles. Je suis dans la contribution, je suis dans le partage, je suis dans l'évolution mutuelle. Et c'est vraiment quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Et est-ce qu'on peut dire que justement, par rapport à avant les attentats, tu as rencontré des gens que tu n'aurais peut-être pas rencontrés ou tu n'aurais pas été vers eux? Alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes que je n'aurais jamais rencontrées sans ce contexte. Les infirmiers, des médecins, mes visites aussi qui sont devenues pour certains des amis. Je les aurais jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu les attentats. Parce que tu évoluais toujours dans le milieu du sport finalement. Mais ça me permet aujourd'hui, ça fait partie de ma thérapie. Les rencontres me nourrissent, les rencontres me font réfléchir, les rencontres me boostent, me font vibrer. Parce que là, au nouveau, on est dans l'humain, on est dans l'échange, on est dans le partage. Enfin, le livre n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas toute cette série de rencontres. En partant de la rédactrice, du graphiste, qui sont maintenant devenus des amis, maintenant avec toi, mon attaché de presse, avec Gauthier, avec d'autres. Eh ben, sans ces personnes, sans vous, le livre ne serait pas là aujourd'hui. Et je ne serais pas, moi, arrivée si loin dans ma thérapie. Alors, il y a la musique aussi maintenant dans ta vie. Et depuis le confinement, j'apprends le ukulélé. Et c'est la petite guitare, j'appelle la guitare ou la guitare bébé. Et c'est vraiment une belle découverte parce que ça permet, déjà c'est en résonance avec mes acouphènes.
Donc j'arrive à entendre les parce 4 fréquences. Les acouphènes en permanence. En plus de la pertolytique, j'ai les acouphènes, et ça permet en fait les cordes, les 4 cordes en fait sont en résonance avec mes acouphènes, avec mes fréquences auditives. Donc ça c'est le point plus. Et puis c'est aussi voilà, c'est facile à prendre dans les mains. Donc ça fait aussi partie de ma revalidation quotidienne, ça contribue, on va dire, à ma qualité de vie, vraiment. Que représente la vie pour toi? La vie, pour moi, c'est, sur un plan spirituel et métaphysique, la vie, c'est vraiment contribuer à un monde meilleur, je dirais. C'est contribuer à une société en harmonie. C'est trouver l'harmonie, c'est trouver l'alignement, être aligné avec soi-même, dans ses paroles, à travers ses actes, ses gestes, ses pensées aussi, pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Et par là, je ne veux pas dire devenir un Übermensch. C'est pas du tout ce que j'entends. Ce que j'entends par là, c'est d'avoir une vision des choses, de voir clairement les choses telles qu'elles sont représentées dans leur état d'être. C'est ça que j'entends. Et ça reprend la philosophie des hommes spirituels, les gourous, les sages, etc. C'est être dans cette pensée, ce style de vie, cette philosophie de vouloir atteindre ils appellent ça en anglais c'est le enlightenment, donc l'illumination. Et c'est pour ça qu'ils méditent autant. Et d'ailleurs, je médite aussi, j'essaie de pratiquer cette méditation quotidienne. C'est de sortir de notre nombrilisme, de sortir de cette notion qu'on a de l'ego, de l'individualisme, et de servir une cause plus grande que soi. Ça, pour moi, c'est la vie. La vie avec un grand V. Donc, si t'arrive quelque chose aujourd'hui ou demain, évidemment que tu vas en souffrir. Parce que tu as un corps terrestre, et le corps a des sens qui ressent. Donc évidemment, tu vas connaître un trauma physique et psychologique. Mais si tu réfléchis un peu plus loin, et si tu prends de la hauteur, tu vas comprendre qu'en fait, cet accident, cette souffrance peut arriver à n'importe qui. Et que tout le monde, à petite ou grande échelle, souffre par des traumas multiples. Mais c'est la façon que tu vas pouvoir t'en sortir, c'est la leçon que tu auras apprise et que tu vas enseigner aux autres. Pour moi, ça c'est le plus important. Et donc c'est non pas ta propre cause, au final, c'est la cause de l'humanité. Pour que l'homme avec un grand H aille mieux et soit aligné. À partir du moment où tu es aligné avec toi-même, avec ton milieu, tu es dans une harmonie profonde et tu connais une paix existentielle. Et si tous les êtres humains étaient à la recherche de ça, puis personne ne serait en guerre. On dit d'ailleurs que si 1% de la population mondiale méditait, 1%, il n'y aura plus de guerre sur Terre. C'est fabuleux quand même. Ouais, c'est fabuleux, effectivement. Et il faut des personnes comme ça, des personnes phares, qui puissent se servir comme repères pour les autres, pour s'accrocher, pour les enseigner, pour les guider, qui eux, à leur tour également, suivent des enseignements supérieurs. Et je pense que quand on traverse une épreuve telle que j'ai traversée, que je traverse encore, je pense que mon but existentiel aujourd'hui n'est plus de me servir moi, le corps, le matériel, l'ego que j'étais et que je suis toujours aujourd'hui, mais de servir les autres, pour leur donner des repères, pour leur rappeler des valeurs, pour leur faire aussi souffrir de leur souffrance. Je pense que c'est ça la vie. Waouh! Pour terminer, là, on vient de terminer la promo en Belgique. On a fait un marathon. D'ailleurs, je sais pas comment t'as tenu, mais à nouveau, je sais que t'as un mental d'acier. Qu'est-ce qui va arriver là les prochaines semaines?
Alors, mais comme tout le monde, je vais rêver qu'on arrive proche de ce confinement. donc voilà, je vais rêver de pouvoir reprendre les activités, de retrouver une partie de nos libertés. Mais en attendant que ça se passe, je vais continuer à travailler sur moi-même. Donc, je continue à faire ma revalidation quotidienne, à aller chez mon kiné, à me faire suivre par mes thérapeutes. Et je vais travailler encore plus sur mon livre, sur la promotion de mon livre, pour que mon livre se fasse connaître par le plus de monde possible, pour que les gens puissent aussi en retirer quelque chose. Donc il y a même si je réponds à beaucoup de questionnements dans mon livre, il y a d'autres questions qui par la suite. Donc voilà. Aussi faire des conférences. J'aimerais pouvoir, sur base de mon livre, de faire des conférences, des webinaires, des visios en attendant. Et puis ton livre va être traduit en anglais? Alors ça aussi, ça fait partie de notre projet. Je pense que sur du moyen long terme, c'est traduire le livre en anglais parce qu'il sera plus étoffé. Je vais rajouter des chapitres. Parce qu'il y a encore des choses à raconter dans mon vécu. Et au niveau sportif? Alors, je vais continuer à nager parce que c'est une très très bonne activité, c'est une belle activité, c'est une activité harmonieuse qui fait travailler tout le corps ensemble, qui travaille la respiration, les poumons et la respiration pour moi est primordiale parce que sans respiration, sans oxygène, il n'y a pas de vie. Tu me dirais quoi par rapport aux petites étincelles? Les étincelles de vie. Oh, les petites étincelles de vie, je pense que ça rejoint la notion d'espoir. Quand on a une étincelle, on a de l'espoir. C'est une flamme qui naît, c'est une direction à prendre, c'est aussi une motivation, c'est un cheminement, c'est une quête, et les étincelles en fait sont des histoires, des vécus, des personnes qui naissent et qui vont illuminer leur entourage. Pour moi, c'est ça. Eh bien, moi, je te dis que tu as illuminé ma vie. Et avec les larmes aux yeux, vraiment, ça a changé beaucoup. Donc, je suis très, très, très heureuse de t'avoir près de moi. Et merci, Karen. Et puis, tu sais que de toute façon, l'aventure continue. Merci d'avoir participé à ce podcast. On te souhaite tout le meilleur. Et puis, tu continues comme tu es. Merci à toi, Valérie.